Bonjour à tous, oui ça marche. Alors on est ravis de vous accueillir aussi nombreux pour cette nouvelle journée de formation au polar. Journée de formation au polar qui ouvre finalement officiellement le week-end du festival Quai du Polar qui démarrera à partir de demain pour le public. Alors j'espère que vous pourrez apprendre beaucoup de choses aussi au cours de cette journée qui vous permettra de rencontrer à la fois des libraires, des auteurs, des éditeurs, des traducteurs. Avec vous, bibliothécaires, documentalistes, on aura la chaîne complète du livre réunie aujourd'hui sur cette journée de formation. Alors le genre polar, aujourd'hui, alors il y a une étude cette année qui a été faite par le CNL, qui est sortie en 2017 sur la lecture des Français. Le genre polar reste aujourd'hui le genre préféré des Français. Donc, je pense que c'est un genre qui a encore pas mal d'avenir devant lui. Voilà, je vous laisse avec Jérôme Dejean et Stanislas Rigaud pour cette première partie sur le panorama des parutions de Polar 2017 et début 2018. Qui vous permettra déjà d'avoir une bonne approche des parutions récentes. Et puis je remercie surtout l'ENSIB qui nous accueille aujourd'hui, qui nous accueille chaque année pour cette journée de formation, et je vous souhaite une très belle journée. Est-ce que vous... Ouais, là c'est bon. Un, deux. Voilà. Donc en fait, il faut quand même toucher au micro. Hein. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, donc on est très très content de revenir à Lyon pour cette nouvelle année, pour ce Quai du Polar, et d'autant plus content d'être enfin arrivé, après quelques péripéties. Donc je suis avec Jérôme, avec vous là ce matin pour évoquer ensemble le monde du polar 2017-2018, un monde qui a été extrêmement, pas bouleversé, mais qui est vraiment en cours de bouleversement assez marqué. C'est la chose qui me paraissait importante pour attaquer ce panorama, c'est effectivement l'évocation du contexte. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un contexte général par rapport au monde de l'édition. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, nous étions en année à élection, que traditionnellement, les années à élection sont de mauvaises années pour le commerce, et plus l'élection est forte, plus l'année est mauvaise pour le commerce. Donc vous imaginez qu'avec l'élection qu'on s'est tapée l'année dernière, forcément, ça n'a pas été rigolo du tout sur le premier semestre. Mais ce que ça implique directement, c'est que dans un métier, dans une parution éditoriale qui est relativement déséquilibrée d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'on a un premier semestre toujours beaucoup plus léger qu'un second semestre, l'année dernière a été encore plus marquée, puisque devant la crainte de l'absence de clientèle et donc de vente, les parutions du premier semestre ont été encore plus amincies, on va dire, que celles qu'on a d'habitude, et que l'engorgement du second semestre a été encore plus marqué, avec des répercussions forcément directes sur les ventes, et des répercussions forcément qui se poursuivent cette année. On le voit avec le démarrage du premier trimestre, qui est très très bon en littérature grand format, mais qui est aussi très très marqué par les grosses ventes de gros best-sellers, ce qui laisse de moins en moins de place à, on va dire, des ventes intermédiaires. Et c'est vrai que résultat, aujourd'hui on est confronté à d'un côté des très très grosses ventes, des très gros vendeurs comme sans doute jamais on a eu dans le monde de l'édition, et en même temps à une classe de vente moyenne de titres intermédiaires qui tend à se raréfier au profit malheureusement de toutes petites ventes. Donc ça touche frontalement effectivement le polar. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le livre hebdo. Vous aviez donc à l'entrée un petit tiret à part du livre hebdo, et quand vous regardez les 50 meilleures ventes de polar 2017, le tableau des 50 meilleures ventes de polar 2017, c'est quand même assez effrayant, puisque donc ce tableau qui prend en compte et le poche et le grand format, rappelons que le poche en polar c'est 70% des ventes, donc c'est quand même énorme. Poche et polar, sur les 50 meilleures ventes, vous n'avez que 2 titres
qui peuvent, entre guillemets, être estampillés surprise. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous avez 6 ou 7 Bussy, il doit y avoir 5 Minier, 3 Higgins Clark, 2 Coben, et ce tableau-là, on aurait pu le faire l'année 2016, on aurait pu le faire l'année 2015. Voilà. Donc on a quelque chose qui est extrêmement conservateur en fait dans le poids dans ces titres de vente, et c'est en ça où notre rôle, aussi bien aux bibliothécaires qu'aux libraires, est à mon avis d'autant plus prégnant aujourd'hui, puisque effectivement Michel Bussy, que je trouve effectivement plutôt un bon auteur, qui écrit de bonnes histoires et qui est en plus un monsieur extrêmement sympathique, c'est bien, mais bon, si Bussy sur les 50 ventes, à un moment, je crois que c'est aussi notre rôle de faire découvrir aux gens d'autres choses, en fait, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses, puisque aussi, paradoxe de l'année dernière... Et je peux te couper justement juste pour surenchérir là-dessus. Ce paradoxe justement, que ça soit, j'imagine, en bibliothèque comme en librairie, c'est qu'en plus, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'éditeurs qui recréent, pour certains, c'est le cas de Plomb par exemple, qui recréent des collections de polars. Il y a des éditeurs nouveaux sur le marché qui font un espèce de lien sans vraiment définir si c'est du polar ou pas, ou si c'est du roman noir. Mais ça, il y en a de plus en plus. Je pense à des petites maisons d'édition, enfin petites entre guillemets, comme Globe, ou comme, je cherchais les éditions du sous-sol, également, qui ont des titres qui sont un peu un balancement entre polar et littérature. Souvent, d'ailleurs, ce sont des Américains. Alors, le paradoxe qu'elle a évoqué, Stanislas, c'est qu'au-delà, en plus de ces créations de nouvelles maisons d'édition ou de collections polar au sein des maisons d'édition, quelque part l'année dernière, Lyon a été le théâtre aussi d'un chamboulement qui, au niveau éditorial, et c'est assez important, je pense que vous êtes au courant si vous lisez Livre Hebdo, si vous vous tenez informé, mais c'est des changements en termes des directions des éditions également. Donc je dirais presque que tout a commencé l'année dernière ici au Quai du Polar. Alors juste avant déjà, il y avait eu un des grands éditeurs qui est Le Seuil, qui avait lancé au mois de mars une nouvelle collection, une nouvelle orientation, une collection qui s'appelle Cadre Noir. Donc Cadre Noir, c'était un moyen de repromouvoir le polar français et en incluant le polar étranger, des éditions du Seuil avec des auteurs comme Deon Meyer ou Thomas H. Cook par exemple, qui sont étrangers et qui étaient aux éditions du Seuil. Donc il y a eu ça, et puis pendant Quai du Polar, il y a eu un premier coup de semonce, puisque le directeur de la série noire, Aurélien Masson, a annoncé qu'il quittait la série noire. C'était l'année dernière, à la fin de Quai du Polar. Donc c'est d'abord resté en interne auprès des éditeurs et puis de quelques libraires. Et puis petit à petit, ça s'est su. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, ça a enchaîné, ça n'a pas été les chaises musicales, mais presque, puisque en fait beaucoup de personnes, d'éditeurs spécialisés notamment en littérature polar, policière française, ont changé eux-mêmes, c'est-à-dire que la directrice d'Albin Michel a pris la succession d'Aurélien Masson à la série noire. Elle a été ensuite rejointe par une personne qui s'occupait de la littérature étrangère au Seuil, de Deon Meyer, de Thomas H. Cook par exemple, de Ron Rash, des auteurs que j'ai évoqués. Donc il y a eu tout un chamboulement comme ça, et c'est pas fini, ça continue. Et de mémoire, on en discutait juste en arrivant dans le taxi. De mémoire, je pense que c'est la première fois depuis, du moins dans le monde du polar, qu'il y a un tel bouleversement. Alors, bouleversement qui est plutôt positif, puisque ça, c'est qualitatif et quantitatif, mais pour l'instant, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, puisque sur une édition, ça prend beaucoup de temps. Donc, même s'il y a une nouvelle nomination, très souvent, les choses sont déjà entérinées, sont déjà signé, et on va voir d'ici, je pense, quelques années ou quelques mois ce qui va se passer réellement. Tu veux peut-être... Oui, voilà. En fait, c'est
d'un côté, vous avez des ventes qui sont en progression, des ventes qui sont en progression et lourdement sur le grand format. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. On rappelait tout à l'heure que le polar est devenu effectivement en quelques années la lecture préférée des lecteurs français. On a en même temps 50 ventes qui sont extrêmement conservatrices et qui ressemblent plus à un relayage qu'autre chose. On a à côté de ça un monde de l'édition qui est totalement chamboulé avec l'arrivée de beaucoup de jeunes éditeurs, beaucoup de femmes aussi, qui est un phénomène assez nouveau dans un monde du policier qui a quand même été longtemps un monde un peu viril. Donc tout ça, on ne sait pas ce que ça va donner. L'année 2017 est donc restée plutôt une bonne année pour le polar, si on ne rentre pas trop dans dans les détails par rapport aux ventes globales, c'est une bonne année. Mais qu'est-ce que ça va donner maintenant? Il y a beaucoup de bonnes cartes au point de départ pour que les choses changent, sachant que ces bouleversements, sachant que ces créations de maisons d'édition et cette volonté de faire du policier est avant tout une grande chance pour le lectorat français, parce que la politique va être effectivement essentiellement de développer des auteurs français. Alors il y a d'abord une logique simple, hein, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que développer des auteurs étrangers. Mais effectivement, et ça se traduit, on espère que le premier signe est celui de l'année 2017, puisque la littérature policière française se porte formidablement bien depuis quelque temps. Oui, alors elle se porte formidablement bien. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, Stanislas évoquait, je dirais, en tout cas en librairie, mais j'imagine que c'est la même chose en bibliothèque. Ce sont sans doute des auteurs qui, comme on dit, sortent continuellement, que ce soit Michel Bussy, Mignet, Vargas, évidemment. Mais Vargas, on sait que c'est en librairie, c'est une fois tous les 3 ou 4 ans. Voilà, et c'est 400 000 exemplaires vendus à chaque fois systématiquement, que ce soit chez Viviane Ami ou maintenant chez Flammarion, puisque là aussi, elle aussi avait changé de crèmerie, dirais-je. Mais ça serait intéressant d'ailleurs, si vous avez des questions. Stanislas parlait de l'impact qu'a les élections, les années d'élections sur les ventes en librairie. C'est abyssal, vraiment, c'est terrible par moment. Et l'année dernière, ça a été beaucoup de librairies et beaucoup d'éditeurs ont eu très très peur, parce que d'habitude ça commence 15 jours avant les élections et puis ça se termine. Et là, ça avait commencé dès le mois de janvier, une espèce de baisse drastique, et tout le monde paniquait un peu. Ça serait intéressant de savoir, d'avoir votre retour, si également dans les bibliothèques il y a cette perte, ou est-ce qu'au contraire les gens plutôt ont envie de se changer. Je vois des oui, je vois des non. Mais non, mais c'est intéressant parce que nous, on n'a pas toujours ce retour, à part en discutant avec vous. Voilà. Alors, pour revenir à ce que disait Stanislas, c'est vrai qu'il y a une multitude aussi de nouveaux auteurs. On parlait de la féminisation, entre guillemets, des éditeurs, des éditrices, mais il y a aussi un grand nombre d'auteurs femmes qui surnagent, qui apparaissent. Alors il y avait déjà, j'ai cité Vargas, il y avait des Karine Gebel, mais de plus en plus on a justement, avec toutes ces collections, de nouveaux auteurs, des auteurs assez jeunes. On a des auteurs, une chose aussi assez intéressante, c'est qu'on a des auteurs, hommes ou femmes d'ailleurs, qui viennent d'horizons complètement différents. Stanislas évoquait le fait que il y avait un côté un peu jadis, où le monde du polar, si vous venez régulièrement au quai du polar, je me doute que oui, presque tout le monde se connaît. Mais là, petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent d'univers complètement différents, avec des parcours complètement différents. Je peux citer par exemple une qui maintenant est estampillée et reconnue, qui est Sandrine Colette, chez De Noël, qui a un peu débarqué comme ça de nulle part, qui reconnaît elle-même dans ses interviews qu'elle ne savait même pas qui était Elroy et qu'elle n'avait pas vraiment lu de polar à part des vieux Agatha Christie. Il y a comme ça tout un pan, je dirais un renouveau, une nouvelle génération. Et ça, c'est concomitant aussi de toutes ces nouvelles collections. Voilà, je vous cite par exemple Sandrine Colette. Sandrine Colette, alors là c'est un petit peu plus ancien, c'était il y a 5 ans maintenant, son premier roman. Et en fait, c'est parce que chez De Noël avait décidé de recréer, de re-estampiller une collection polar, thriller, voilà. Après il y a toutes les multitudes d'appellations possibles.
Et donc, rentrons un peu dans le vif du sujet par rapport à la lecture même, en fait, sur ça. Donc, on évoquait les grosses machines françaises. Derrière, il y a une seconde génération qui est arrivée et qui a confirmé tout au long de l'année. Alors, avec des thématiques en plus, ce qui est assez intéressant par rapport au polar français actuel, c'est qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont vraiment françaises. En fait, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du polar français qui est obnubilé par le polar américain, les schémas américains, etc. Et en résultat, on retrouve avec des gens aussi divers que Olivier Norek, avec son livre Entre deux mondes chez Michel Lafon, qui est Olivier Norek, qui est lui policier, qui paradoxalement écrit un roman Entre deux eaux, qui est à la fois très marqué socialement et donc sur fond d'émigration, et qui est un roman absolument réussi. Vous avez le travail donc de Monsieur Slocum qui confirme roman après roman qu'il faut compter sur lui, notamment avec sa dimension historique, puisque si vous n'avez pas eu l'occasion de lire, essayez les affaires Sadowski et la suite qui vient de paraître en grand format, qui nous plonge donc pendant la collaboration en 1942 avec un inspecteur, Léon Sadowski, joyeusement collabo, oui. Pas franchement nazi, mais bon, ça le dérange pas plus que ça, et qui va se retrouver plongé dans plein d'histoires. C'est extrêmement bien construit, c'est très bien écrit, c'est très documenté, et on est, je trouve ça assez fascinant, effectivement, à mi-chemin entre le roman historique, puisque la reconstitution notamment du Paris de l'occupation est absolument remarquable, plus l'ambiguïté d'avoir un héros, entre guillemets, disons un personnage principal qui est quand même particulièrement peu sympathique, mais qui réussit à rendre attachant sans gommer toutes les disparités du personnage, en font effectivement un des très très bons polars de ces derniers mois. Il est d'ailleurs en finale du prix Quai du Polar, si je ne m'abuse, avec l'Étoile jaune de Sadowski. Il y a aussi, bien évidemment, on évoquait Quai du Polar. Alors Quai du Polar a un impact notamment sur la production française qui est assez fort, et la très très bonne tenue des deux prix de l'année dernière, puisque aussi bien Seules les bêtes de Monsieur Niel que La Daronne, qui vient de sortir en livre de poche chez Point, sont deux romans qui ont une très très belle carrière en librairie, et qu'on est très content d'avoir, avec des univers là encore totalement disparates. Et bon, il y a la confirmation chez Viviane Ami de Dominique Sylvain avec Les Infidèles, qui est là depuis un certain temps. Il y a Franck Bouys qui évolue à la Manufacture des Livres, toujours à mi-chemin entre le roman noir et le polar, le roman rural. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement solide qui vient derrière nos gros auteurs installés. Et derrière ça, vous avez les bonnes surprises de cette année. Alors, les bonnes surprises de cette année, il y en a effectivement de nombreuses. Alors, moi, je voulais vous parler d'un auteur que je trouve absolument remarquable, qui s'appelle Guy-Philippe Goldstein, qui est donc chez Gallimard, donc dans la série noire, et qui vient de sortir, qui a sorti en fin d'année dernière, 7 jours avant la nuit, qui est un formidable polar d'espionnage qui va nous emmener. Donc, ça se passe aujourd'hui, et grosso modo, c'est la menace que va poser l'extrême droite indienne en démontrant qu'ils ont la bombe atomique et que grosso modo ils vont la faire sauter quelque part dans le monde. Là, ça va arriver. Alors la force du livre de Goldstein, c'est quoi? C'est d'abord, c'est un excellent polar, comme son titre l'indique, ça va se passer en 7 jours. Le premier jour, il pose l'affaire et après, ça fonce. La deuxième chose, c'est qu'il a cette formidable intelligence de désaxer le problème géopolitique Est-Ouest, voire Nord-Sud, avec l'Inde, en mettant l'Inde en plein milieu, et les rapports extrêmement complexes, avec notamment l'Arabie Saoudite. Résultat, on plonge là-dedans comme on pouvait plonger dans les grands polars de la guerre, les premiers grands polars de la guerre froide, si ce n'est que là-dessus, lui, il rajoute les thématiques contemporaines, notamment l'informatique. Il avait réalisé un premier polar qui était très très bon il y a quelques années de ça, qui s'appelait Babel Minute Zéro, qui est depuis en folio policier et qui était sorti à l'époque, c'était chez Fayard, je crois. C'était chez Fayard, où déjà il avait eu la bonne idée de remplacer les affreux soviétiques par les très méchants chinois et d'y ajouter une grosse dose de terreur informatique. Il confirme là, et pour ceux qui connaissent ce genre de policier, il a une place assez à part sur le panorama d'aujourd'hui, puisqu'il ne fait pas du je suis Pilgrim, c'est-à-dire une chasse à l'homme à mi-James Bond, matinée effectivement de Clancy. Il ne fait pas non plus du Pouctou.
C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup DOA, mais c'est vrai que bon, il y a un moment, comment je démonte mon M16, machin, et que si je fous des balles, machin, ça va faire boum, et puis ça va faire un clac, machin. Bon, ça peut lasser en fait un certain public. Il met une femme... Surtout quand c'est 2 énormes pavés, voilà, comme Pouctou 800 et pages. 1 et 2. Et donc il a un vrai ton à lui, avec une femme comme héroïne, et son côté cérébral n'empêche pas la dimension du suspense, en fait. Et en plus, ça nous parle du monde d'aujourd'hui comme rarement, c'est-à-dire que vous allez apprendre plein de choses et sur l'Inde, et sur tout ce qui peut effectivement y avoir. C'est absolument passionnant. Il est malheureusement sorti en extrême fin d'année. Oui. Genre fin novembre, donc à un moment où les dés sont joués en fait. Donc on a eu beaucoup de mal à le lancer, mais par contre il se tient très très bien en ce début là par rapport au démarrage de 2018, et je pense qu'il peut avoir une longue carrière comme son poche Babel Minute Zéro. Oui, c'est souvent ça aussi. Il y a des ouvrages justement que nous on a beau essayer de défendre en librairie. Bon, on y arrive, mais il faut du temps, il faut très longtemps. En bibliothèque, ce qui est bien aussi, c'est que justement, cette temporalité, enfin le fait qu'un bouquin sorte fin novembre ou au mois de début décembre, ça peut ne pas avoir d'impact, à part que peut-être vous entendez moins les libraires en parler. Mais alors vous aurez noté, Stanislas aime bien les polars un peu historiques, un peu politiques, un peu qui flirtent avec l'espionnage. C'est aussi une des tendances, je trouve, depuis quelques années. C'est vrai que on parlait des gros vendeurs qui sont plus, on va dire, dans le thriller, un peu plus simpliste, mais de plus en plus, il y a aussi des auteurs justement qui utilisent, mais d'ailleurs c'est en général un peu les lettres de noblesse du polar. On dit toujours que le polar, et même à l'étranger c'est le cas, quand vous interrogez justement, moi je me souviens d'une auteure indienne qui était venue au Quai du Polar, qui s'appelle Kishvar Desai, qui écrit des bouquins, alors c'est de mémoire, je ne l'ai pas noté, ça m'est venu là, parce que je vais plus retrouver l'éditeur, mais je vais le retrouver petit à petit. Et elle disait que Kishvar Desai, en fait, pendant des années, donc c'est une militante, une féministe en Inde, et pendant des années, elle essayait pas d'alerter, mais de faire, elle a été journaliste aussi, elle essayait de réfléchir sur la problématique, sur les problèmes que pouvaient avoir les femmes en Inde. Et un jour, elle s'est dit, mais peut-être le moyen idéal, c'est de l'amener par le polar. Et le polar, c'est vrai, là je vous fais presque une lapalissade, mais ça a toujours été depuis quasiment, alors je parle vraiment plus du roman noir là, je ne parle pas de la tasse de thé et du colonel Moutarde avec le chandelier au fond dans la bibliothèque, etc. Même si on peut dénoncer des choses aussi dedans, mais tout ce qui est roman noir, c'est vrai que les auteurs, quelle que soit leur nationalité, alors là c'est essentiellement le polar français qu'on évoque, c'est un moyen vraiment d'édition de l'aube, Kishvar Desai. Voilà, c'est revenu, désolé de cette interruption, mais c'est un moyen de parler aussi de ce qui se passe. Romain Slocombe, c'est un très bon exemple, parce que son livre peut être lu par des amateurs de polar, mais par des amateurs de littérature historique, etc., par des gens qui se posent des questions sur cette époque de l'occupation et de la collaboration, et en même temps, c'est une espèce d'effet miroir avec ce qui parfois peut arriver, et de certaines tentations, comme on dit, où l'histoire se répète. Voilà. Et il y a tout un pan comme ça d'auteurs qui utilisent les codes du polar, qui utilisent le passé pour finalement évoquer aujourd'hui. Je pense à un ouvrage qui sort, je crois, là, ou qui vient de sortir, un ouvrage qui s'appelle Marseille Confidential, qui est un ouvrage... Oui, il est sorti début mars. Début mars, je crois. Qui est un ouvrage, en fait, qui, à l'image d'Elroy et de son LA Confidential et de son Quatuor de Los Angeles, revient sur Marseille à la fin des années 30 et est une façon d'évoquer aussi des thématiques, les violences, la montée de certains d'extrêmes, etc., etc. Mais voilà, et je trouve ça intéressant, c'est que, et je pense que quelque part, c'est très important qu'il y ait du polar, parce qu'il y ait du polar aujourd'hui,
c'est le festival, on va dire même de littérature, pas uniquement, c'est un des grands festivals de littérature. Et je pense que quelque part, ce focus et cette importance de Quai du Polar a joué un rôle dans cette émergence de tous ces nouveaux auteurs, de cette nouvelle génération, de ces nouveaux éditeurs, parce que voilà, on en parle un mois avant, un mois après. Après, c'est vrai que le festival lui-même est très court, mais je pense que ça a un impact. Et j'imagine qu'en bibliothèque, pour avoir et continuer à fréquenter des bibliothèques, ça a toujours un impact. C'est comme nous, on va... Là, je pars un peu, je suis moins précis, mais tu vas reprendre la main. Nous, on va faire des thématiques et des tables sur le polar. Je pense que vous faites la même chose, que vous mettez en avant, vous recherchez du fond, etc. C'est un moyen de continuellement faire vivre. Voilà, et c'est vrai qu'on est extrêmement poreux par rapport à tout ça, et que grâce à Quai du Polar, on réussit comme ça à s'aventurer, nous aussi, sur des auteurs qu'on n'avait pas vu venir, sur des éditeurs qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Et c'est une formidable machine par rapport à ça, à découverte. Et comme on le disait, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, quand je regarde les meilleures ventes de la librairie en polar de l'année dernière, je suis content de voir que sur ces fameuses 50 ventes, il y a 25 titres sur lesquels je n'aurais pas parié d'auteurs que je ne connaissais pas l'année qui précède. Et c'est en ça où la qualité générale du polar est quand même extrêmement forte depuis quelques temps. Et par contre, c'est une question de curiosité. C'est-à-dire, on en revient à comment sortir Monsieur X de ces 2 Coben à l'année. Et là-dessus, on a effectivement, là encore, beaucoup de possibilités. Alors, je reviens juste un temps sur le polar français. Et il y a quand même, là encore, dans les très bonnes surprises, je voulais parler du Christophe Guillemot, La chance du perdant, chez Liana Lévy. Qui est très très bon, qui est un ancien auteur de Quai des Orfèvres, qui a eu le prix du Quai des Orfèvres il y a quelques années, et qui revient là avec un polar, avec un personnage kanak, et qui est très très réussi, avec un vrai contexte, en même temps une vraie écriture. Liana Lévy fait d'ailleurs un très très bon travail, même si c'est une maison sur laquelle au départ on ne met pas les estampilles polar, c'est une maison qui travaille extrêmement bien sur le fond polar. Il y avait Emmanuel Grand il y a quelques temps, qu'ils avaient découvert aussi. On est là-dessus. Il y a aussi, dans les choses très efficaces, et là encore, on est sur un public qui aime les choses plutôt faciles, mais de qualité. Et forcément, il y a eu Le Cri de Nicolas Beuglet chez XO, qui a été un formidable succès de bouche à oreille. On attend son second qui arrive là. Le Beuglet, voilà, qui sort d'ailleurs en poche là incessamment sous peu. Le Patrick Bowen chez Albin Michel était très réussi aussi avec Le Jour du Chien, toujours dans une tranche mi-Coben, mi-Granger, donc le genre de polar qui vous saute à la figure à la première page, que vous lâchez pas. Après, on se posera la question de l'écriture plus tard, mais c'est pas vraiment le propos de départ. Le Tricycle rouge de Vincent Hoy, chez Hugo, qui lui arrive aussi en pocket incessamment sous peu, donc qui sont des très très bonnes surprises, on s'amuse beaucoup dans ces univers assez différents. Alors, il y a une chose qui va aussi parallèlement à ça, une des tendances, je ne sais pas là encore par rapport à le rapport que vous pouvez avoir par rapport à ça, mais il y a eu effectivement, on est arrivé aussi peut-être à une certaine limite des grands lancements. Alors quand je parle de grands lancements, je voulais évoquer non pas on va dire les réguliers, Lackberg, Lisa Garner, Coben, etc., qui globalement fonctionnent très très bien, mais ces fameux titres qu'on vous annonce avec pertes et fracas depuis quelques années, on se souvient du triomphe des choses comme Les Apparences, La fille du train, ça. Alors bon, l'année qui est 2017, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un titre qui a cassé la baraque, qui sortait de nulle part, avec 12 pages de chronique américaine derrière qui disaient que c'était un chef-d'œuvre. On en a eu sur la ligne de départ. C'est-à-dire qu'on a eu successivement des choses comme La fille d'avant, chez Mazarine, on a eu Chirovici, Jeune Miroir, il y avait Daniel Coll avec Ragdoll, il y avait, et cette année, on a La femme à la fenêtre, dont tout le monde parle. Alors, on est dans cet éclatement, c'est aussi un des problèmes qu'il y a aujourd'hui.
par rapport au monde de l'édition du polar, c'est-à-dire la quasi-obligation de parier sur des titres qui sont assez chers à acheter, en ayant souvent à peine le livre, voire pas du tout, et qui sont donc obligés de transmettre en boule de neige en gros lancement pour des ouvrages qui sont d'une qualité pas toujours assez évidente. Et ça a coûté cher à beaucoup de monde l'année dernière. Donc on peut penser aussi que ces fameux gros lancements sont en train de marquer le pas, même si dans la liste que je vous ai donnée, moi j'ai été assez amateur du jeu de miroir de Chirovici, donc qui était sorti chez... c'est pas Plomb, c'est les Escales. C'est les Escales. Aux Escales, qui était un roman tiroir sur fond d'enquête, mais qui était souvent plus proche de choses comme Paul Auster, paradoxalement, que de Elroy, par exemple, mais qui était une histoire assez filou, qu'ils ont survendu comme un polar facile et qui a laissé de marbre pas mal de monde, alors que c'était à mon avis une très bonne chose. Et cette année, Le Femme à la fenêtre, dont on vous bassine depuis quelques semaines, et moi je suis plutôt amateur en fait. Je trouve que dans ce style-là, dans le style des apparences, dans ce style de grand polar psychologisant avec une héroïne féminine un peu faible mais pas tant que ça, je trouve qu'il se défend plutôt pas mal et qu'il est plus filou qu'il n'en a l'air au départ. Il démarre petitement, à mon avis assez en dessous des prévisions annoncées, mais bon, peut-être qu'il peut encore tenir sur l'année en fait. Ça. Alors, il y a pas mal de tendances à relever derrière tout ça. Retour du vrai polar de flic. Oui, oui, il y a ça avec du vrai polar de flic. Olivier Norek avait un peu montré la voie. Après, il y a un auteur comme, je crois que tu l'as pas cité, comme Nico Takian, qui pareil est lui aussi un peu sorti de nulle part, qui est quelqu'un qui vient de l'audiovisuel, du cinéma, de la télé, etc. Et qui a rencontré, je ne sais pas vous en bibliothèque, mais en tout cas en librairie, a tout de suite. Ça a mis un peu de temps. Là, je crois que c'est son 3e qui sort. 2e Fantasmé, c'est le 2e. Fantasmé, le 2e. Et c'est un auteur, voilà, il y a une vraie polar de flic, oui. En même temps, les auteurs aiment bien jouer avec les codes à chaque fois. Donc vrai polar de flic avec Norek, puisque lui-même est policier, mais il y en a eu d'autres par le passé. Il y avait Souvira aussi, qui est toujours, qui est un peu détaché à l'étranger, mais qui est un policier lui-même. Je sais pas, tu songeais à... Voilà, parce que c'est vrai qu'on a eu, là encore, suite au succès des grands polars, on va dire psychologiques, on a eu un relatif assèchement du vrai bon gros polar. Et depuis l'année dernière, on a un retour en force de ce vrai bon gros polar, à l'ancienne, on va dire. Montanari, par exemple, dont le dernier polar au Cherche Midi est très très réussi, qui s'appelle Confession. Vous avez aussi les éditions Sonatine qui ont été elles-mêmes sont un peu l'image de ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'une maison d'édition qui a cassé la baraque avec une succession de grands polars et des choses assez amples comme Sean Stevens Au-delà du mal. Si vous n'avez pas lu Sean Stevens Au-delà du mal, il faut lire Sean Stevens Au-delà du mal. Chef-d'œuvre absolu. C'est le meilleur roman de serial killer. Alors pas le plus digeste en termes d'atrocité, mais le grand roman de serial killer, c'est meilleur que Le Silence des agneaux, et Dieu sait que j'adore Le Silence des agneaux. C'est Grand Choc, c'est eux qui avaient forcément lancé Ellory. Ils ont eu comme ça une succession de grands polars. Arrive le triomphe des apparences, puis La fille du train. Et aujourd'hui, moi je vois bien avec les jeunes libraires qu'on côtoie aujourd'hui, les nouvelles générations, pour qui Sonatine, oui, c'est un truc un peu rigolo, genre limite Mary Higgins Clark. Alors que Sonatine, qui fête ses 10 ans cette année, pour notre génération, ça a été pendant des années la référence absolue du grand polar, souvent à l'américaine. Et ils reviennent plutôt fort. Alors ça tombe bien, parce que cette année, ils fêtent leurs 10 ans. Je vous conseille chaleureusement le Tony Cavano, qui s'appelle Affaire Isobelvine, extrêmement classique. C'est une série australienne. Et là encore, retour du polar de flic, avec donc une Australie qui n'est pas du tout kangourou et bush. C'est la ville, c'est urbain. Et avec une histoire parfaitement menée, un flic hyper attachant. Il y a le 2e qui sort là, cette semaine, je crois. Et qui est vraiment le bon grand polar hyper agréable et en même temps très dépaysant par sa dimension justement australienne. On a le retour aussi en bon gros polar, le retour de Don Winslow,
qui après avoir écrasé un peu la concurrence avec le chef-d'œuvre qui est Cartel il y a 2 ans, maintenant, poursuit avec une série qui s'appelle Missing. Donc on avait déjà eu un Missing New York qui était plutôt réussi, et il revient donc avec un Missing Germany. Alors c'est une série qui est assez étonnamment inédite aux États-Unis, c'est-à-dire que même sur son site, quand vous allez sur le site de Don Winslow, ces 2 livres n'existent pas. Ce sont 2 livres qu'il a réservés pour le moment sur le marché français et allemand, et qui sont pourtant formidables. Alors, on n'est pas du tout dans la gamme des grands livres de Don Winslow, comme effectivement La Grève du Chien ou Cartel, c'est-à-dire des très gros polars avec une très grande ambition. Là, on est sur le petit polar, mais alors qui vous saute à la figure à la première page. Un héros qui est à mi-chemin entre Clint Eastwood et Bruce Willis. Il y a des répliques qui tuent, il y a des balles qui tuent encore plus. Moi, je me suis beaucoup amusé avec Missing Germany, qui est effectivement... Ben voilà, vous voulez un polar, vous avez un polar. Ça ne cherche pas, c'est pas spécialement social, c'est pas spécialement aux frontières des genres. Non, c'est un vrai polar avec un type qui cogne et qui est drôle, avec des méchants très méchants qui vont prendre une sale rouste. Et mine de rien, on n'en a plus tant que ça, et ça fait un grand plaisir de retrouver Don Winslow avec celui-ci. Alors, à noter, ne lisez pas la 4e de couverture, qui en 4 lignes raconte tout le livre jusqu'à, je crois, 5 pages de la fin. Hein. Donc, sur ça, il y a aussi, alors dans les tendances que j'ai relevées, il y a une chose assez, parce qu'on cherche effectivement les destinations. On a eu, comme tout le monde, forcément le Grand Nord, hein, qui est toujours là d'ailleurs, le Grand Nord. Il y a aussi l'apparition, je trouve, ces derniers temps, du vrai polar à l'anglaise, c'est-à-dire le retour d'une nouvelle génération d'auteurs anglais, et vraiment anglais. C'est-à-dire qu'avec des polars qu'un Américain n'aurait pas écrit, en tout cas pas comme ça, qu'un Français n'aurait pas écrit comme ça non plus. J'ai notamment eu un très gros coup de cœur l'année dernière pour un livre qui est malheureusement assez passé inaperçu, qui est La Veuve. Ça y est, j'ai un trou. De Fiona Barton, dont on espère que les non-ventes vont quand même générer le fait qu'ils vont sortir le nouveau qui est sorti en Angleterre. Donc La Veuve de Fiona Barton, qui était chez Fleuve, si je ne m'abuse, et qui était absolument remarquable, qui est sorti en janvier, que j'ai vendu à tour de bras dans le magasin, avec que des retours positifs de la part de mes clients, et qui aujourd'hui, 1 an et demi après sa sortie, n'est toujours pas prévu en poche. Et qui visiblement donc n'a pas eu beaucoup de bons retours, et qui vous met en scène une femme dont le mari vient de mourir, ce mari qui avait été accusé de pédophilie. C'est remarquable. C'est absolument remarquable dans la psychologie, dans la manière dont c'est démonté, et cette psychologie, ce personnage extrêmement trouble de femme, sert un livre qui progressivement se resserre sur vous dans une Angleterre, un peu comme chez Arledge. Oui. Alors justement, moi, en plus, je vois l'heure qui tourne aussi. Il y a ça. Non, je ne veux pas t'interrompre. Alors justement, il y a un lien entre... c'est vrai que tous ces polars un peu psychologiques que Stanislas évoquait ont ramené aussi les auteurs vers des histoires plus classiques. Et c'est marrant que tu parles c'est intéressant plutôt que tu parles du polar anglais, parce qu'il y a un des auteurs qui sera là à Quai du Polar. Je fais le lien entre Sonatine et la littérature policière anglaise. Pour moi, un des maîtres absolus depuis des années et des années, c'est Robert Goddard. Alors, qui est étonnamment pas tant estampillé, parce que justement, c'est le principe de Sonatine. Sonatine, si vous les avez vus, il n'y a jamais précisé si c'est un roman, un thriller, un polar, un essai, c'est juste une couve avec le nom et le titre. Et Robert Goddard, en fait, on peut le lire si on aime la littérature anglaise dite classique, on peut le lire si on aime John le Carré, on peut le lire si on aime le polar. Et je trouve que c'est un auteur remarquable, parce que je ne sais pas comment les choses se comportent en bibliothèque, mais je trouve que c'est un auteur, en tout cas moi c'est comme ça que j'essaye de le qualifier, donc c'est un auteur qui n'insulte pas l'intelligence de son lecteur. C'est-à-dire que quels que soient les romans, à chaque fois quand vous reprenez l'intrigue, alors son grand succès en librairie ça a été... Heather Malander a disparu. Voilà, Heather Malander a disparu, qui était un roman. Et en fait, quand vous lisez ou relisez ce roman, vous vous rendez compte que, quand je dis ne pas insulter l'intelligence, c'est que tout est juste. Il ne fait pas sortir du placard un tueur en série. Il n'y a pas une pirouette. Il y a pas.
tout est logique. Et en plus, je trouve que c'est relativement simple en apparence, mais extrêmement travaillé au niveau de ses intrigues. Si vous avez pas lu ça, c'est vraiment un auteur, et je pense que c'est... Enfin, j'y ai pensé parce que Stanislas évoquait Barton et La Veuve, avec le retour de ses lecteurs en librairie. Moi, je me souviens des premiers Godard, et après, les gens deviennent fans, hein, carrément. Et le Heather Malander a disparu. Les gens revenaient en me disant, mais c'est incroyable, tout s'imbrique, tout s'enclenche. Et je me souviens d'une lectrice qui m'avait fait cette remarque, qui m'avait dit, mais c'est incroyable parce que même la ligne de dialogue du taxi, à un moment, le personnage prend un taxi à Londres. C'est une ligne de dialogue. Et elle me dit, mais c'est incroyable parce que même cette ligne est juste. Voilà. Donc c'est un auteur pour moi qui est assez important. Donc vous avez la chance de pouvoir le rencontrer au Quai du Polar, parce que c'est un auteur qui fait le lien, je dirais, un peu avec tout ce qu'on a évoqué. Alors évidemment, c'est pas du roman noir violent, etc. Mais il fait un lien aussi bien au niveau de l'éditorial qu'au niveau des thématiques abordées, parce que lui aussi fait souvent des retours en arrière. C'est un auteur, Godard, qui, moi aussi, je vais faire mon petit moment sur cet auteur, qui arrive à allier, qui mélange en fait à chaque fois un peu une histoire familiale ou une histoire personnelle, une histoire qui a trait à l'histoire avec un grand H, et puis cet aspect extrêmement psychologique, mais sans que ça soit surfait. Si vous n'avez lu, et à ma connaissance, je pense qu'il n'y a aucun livre, quasiment, il y en a un ou deux plus faibles, mais aucun livre à jeter de cet auteur. Et si j'évoque cet auteur, c'est parce qu'en plus il a une chouette histoire. Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est un auteur en fait qui a commencé. La plupart des livres qui sont traduits aujourd'hui, pas tous, sont des livres qu'il a écrits à la fin des années 90, il y a quasiment 20 ans. Et en fait, c'est un auteur, moi c'est un libraire. À l'époque, il existait encore des libraires en Angleterre. Donc c'est un libraire anglais qui m'avait raconté cette anecdote. Alors justement, rappelez-vous la chance qu'il y ait encore des librairies indépendantes en France. Je dis ça parce qu'en Angleterre, il y en a encore quelques-uns qui résistent, mais Amazon les a vraiment bousillés. Et ce libraire me racontait donc l'anecdote de Godard. C'est Godard donc écrivait dans les années 90, mais à ce moment-là, les gens voulaient du Dan Brown. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est extrêmement efficace, mais à l'inverse de Godard, si on prend la trame d'un Dan Brown, même s'il y a énormément de rebondissements, etc., ça tient, on va dire, je vais essayer d'être correct, mais ça tient sur un timbre-poste. Je parle de la ligne de l'histoire. Et Godard, en fait, ne rencontrait pas son public. Donc il écrivait, il publiait, ça marchait, ça marchait pas. Mais par contre, les libraires adoraient ce qu'il écrivait. Et donc, à un moment donné, il est reparti vers l'enseignement. Il a quasiment décidé d'abandonner. Et pendant quelques années, les libraires ont continué à faire, et c'est aussi le travail en bibliothèque qu'on peut faire, on continue à garder les piles des bouquins et continuer à le vendre, faire en sorte que le livre continue d'exister. Et à un moment donné, les mœurs des lecteurs et les envies des lecteurs ont changé. Ils ont eu envie d'histoires un peu mieux construites, plus construites. Et badaboum, ça a recommencé. Aujourd'hui, il a du succès en Angleterre, il a du succès en France. Voilà. Et il illustre d'ailleurs un formidable appel d'air de tous ces livres qui sont à la frontière, en fait. Qui sont à la frontière. Alors, dans les grandes ventes, forcément, on pense, Joël Dicker. On met là, effectivement, la meilleure vente de l'année dernière en polar, c'est Guillaume Musso. Alors, est-ce que c'est du polar, est-ce que c'est pas du polar? À ce moment-là, pourquoi pas mettre Ken Follett, dont la colonne de feu est quand même peut-être beaucoup plus polar que Guillaume Musso. Mais en tout cas, il y a effectivement une porosité qui s'est installée avec des lecteurs qui sont moins cloisonnés par rapport aux grandes collections d'antan. Robert Godard, effectivement, je confirme tout ce que dit Jérôme par rapport à ça. C'est formidable auteur. Vous pouvez tout prendre chez Robert Godard. Il y en a pas, effectivement, il y en a des plus ou moins
bons, mais ils sont tous réussis dans leur qualité. Je pense par exemple à un des livres qu'on a énormément vendu l'année dernière à nos lecteurs de romans policiers, c'est le formidable Ian McGuire chez 10-18, donc 10-18, la collection de poche qui s'est lancée dans la parution d'inédits grand format, et qui a sorti ce livre qui s'appelle Dans les eaux du Grand Nord, et qui se passe au milieu du 19e siècle avec un chirurgien de l'armée des Indes qui fuit on ne sait quoi et qui va prendre part à une chasse à la baleine. Donc on se dit ok, bon, roman d'aventure, et en fait sur le bateau il va y avoir un meurtre. Ça commence tout de suite, c'est brillamment écrit, c'est-à-dire que l'écriture est plus proche de gens comme Cormac McCarthy que effectivement Harlan Coben. Il y a une vraie puissance d'écriture, il y a un vrai sujet, il y a un énorme suspense, et voilà, on touche avec tous ces ouvrages-là. Prenez les auteurs de polar, on parle de Deon Meyer. Deon Meyer, voilà, c'est le grand polar classique, efficace, il a un sens du rythme qui est souvent ébouriffant. Si vous n'avez pas lu des choses comme 13 heures, il faut lire 13 heures. Voilà, ça vous tombe dessus, vous avez envie d'être pote avec l'équipe, enfin bon. Qui l'année dernière revient, la surprise générale, avec un livre qui s'appelle L'année du lion, et qui s'aventure sur le terrain du post-apocalyptique, donc archi casse-gueule, la grande fièvre qui balaye la moitié de l'humanité, etc. Le bouquin est formidable, il est lui aussi à quai du polar, et pareil, c'est un ouvrage qu'on a vendu à un public qui est à la fois amateur de suspense, amateur de grands romans, et qui part là-dessus, et tout ça régénère le public de polar. Moi, je pense que le triomphe de quelqu'un comme Joël Dicker amène plein de monde à lire autre chose, notamment en polar, et c'est ces appels d'air-là qui font aussi, à mon avis, la bonne santé du système actuel, de la production actuelle de romans policiers. On s'arrête à quelle heure, ah oui, d'accord. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, roman italien, l'Italie est à l'honneur cette année à Quai du Polar. Je vous conseille très très chaleureusement d'Andrea chez De Noël avec L'essence du mal, qui a un affreux bandeau qui dit la rencontre sanglante entre Joe Nesbo et Stephen King. Le roman n'est absolument pas sanglant, n'a rien de Nesbo, n'a rien de Stephen King. Par contre, c'est un super polar qui se passe dans le Tyrol avec un auteur de documentaire américain qui va se retrouver plongé dans un fait divers. C'est drôle, on se fait balader. C'est hyper original, sans atteindre les qualités d'écriture des grands auteurs du Sud comme Del Arbol en Espagne. Là encore, on pourrait parler des heures. Mais c'est vrai que Del Arbol, c'est absolument génial. Il faut lire Del Arbol. D'Andrea est une super surprise dans le polar italien. Est-ce qu'il est invité? Je ne suis pas sûr qu'il soit invité. Par contre, non, il n'est pas invité. Pas cette année. Non. Donc on est très en retard en fait. Oui, alors on a commencé un petit peu en retard, désolé. Et on est très en retard, désolé aux trois intervenants prochains, parce que j'interviens avec vous, donc c'est pour ça. Désolé. Voilà. Bon, écoutez... Voilà, je ne sais pas si jamais il y avait eu une question, parce que là, on essaye rapidement de vous faire un panel, on vous donne plein de choses, mais voilà, ça aurait été peut-être, si vous aviez, je ne sais pas, un feedback ou pas, je ne sais pas si c'est d'usage ici, c'est... Oui, tout au fond. Bonjour, Stéphane Dumas de la bibliothèque départementale de l'Ardèche. Je voulais revenir sur le roman Slocombe. J'ai eu la chance de faire partie du jury cette année de Quai du Polar. Alors je vais vous spoiler, il l'a pas. Oh. Il l'a pas parce qu'on l'a démonté. Moi, alors, je suis bibliothécaire, je pense qu'il y en a une majorité. Si vous voulez attirer du monde dans vos bibliothèques, si vous voulez les faire découvrir par le polar, on ne commence pas par le roman Slocombe. Je ne comprends pas cette passion que vous avez pour lui. C'est un roman qui, à mes yeux, est très mauvais. Ce n'est pas un polar, c'est pas parce qu'il y a un policier en héros que ça en fait un polar. Autour de la table du jury, personne ne se rappelait ni de l'enquête, ni de qui avait tué qui. Alors oui, soi-disant, on apprend des choses sur la rafle du Veldiv. Je pense que si notre génération aujourd'hui apprend des choses sur la rafle du Veldiv, c'est extrêmement inquiétant. Et non. Clairement, si vous avez autre chose à acheter et des petits budgets, n'allez pas vers le Slocombe. Est-ce que tu veux répondre? Non. Non.
Alors, si vous êtes dans l'intermédiaire à savoir qui a raison, vous pouvez toujours essayer le premier qui vient de sortir en poche. Donc 7 € le pari, c'est pas très cher. Voilà. Le premier est bien meilleur. Voilà, j'allais dire le premier est bien meilleur. Le premier est bien meilleur. Le premier est bien il y a meilleur. quand même On est quelque d'accord. Je suis d'accord Soyons là-dessus. Voilà. Le second est très mauvais. Et on était, au moins le jury populaire, puisqu'il faut savoir que c'est un jury populaire, était absolument d'accord sur ce point-là. Bon. Bon, bah, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que c'est multiple. Alors, chacun peut se faire son opinion et chacun... tout à l'heure, moi, je plaisantais un petit peu sur le roman, le Whodunit façon anglais, mais en fait, il y a un public pour ça. C'est remarquable aussi parfois. Chacun son... Voilà. Le Slocombe, le premier en poche, honnêtement, est très bien. Bon, le second aussi, mais tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, et voilà, ben, on va peut-être conclure parce que les 3 prochains intervenants avec moi-même, donc je vais essayer juste de prendre un Jéroboam de caféine, si c'est possible. Ouais, voilà. Merci Donc beaucoup. merci beaucoup de votre écoute, de vos retours.